Comment ça va? Ça va bien, et c'est cool. C'est chouette de vous voir aussi nombreux pour partager ce moment. On va un petit peu se calmer, ralentir, et puis peut-être essayer de se reconnecter à des choses essentielles. Et c'est un grand honneur pour moi d'accueillir sur scène Ernst Thürcher. Alors, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on prenne le temps quand même de s'asseoir face à vous. Hein? Donc, Ernst Thürcher est bien connu, ingénieur forestier, a beaucoup travaillé sur les liens entre les arbres et ce qui se passe dans le ciel. Tu as écrit un livre qui a vraiment eu beaucoup de retentissement sur les arbres, entre le visible et l'invisible aussi. Et il semblerait que tu aies aussi développé toute une pratique de la marche pour se reconnecter à la nature. C'est le sujet de notre échange de maintenant. Et ça tombe très bien parce que tu as aussi écrit récemment un livre qui s'appelle Le pouls de la terre, un très beau livre, édité par un éditeur sympa, je ne sais pas si vous connaissez La Salamandre, un éditeur indépendant, sans but lucratif. Et voilà, très beau livre que vous pourrez peut-être vous faire dédicacer tout à l'heure par Ernst, si ce n'est pas encore fait. Et on va un petit peu discuter justement du sujet de ce livre, c'est-à-dire de la reconnexion au monde vivant. Et comme on est dans un festival qui a pour thème quand même les migrations, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu finalement le lien profond entre nous, femmes et hommes, et ce thème de la migration. Oui, merci tout d'abord pour l'hospitalité éditoriale d'inviter un scientifique à parler de son rapport à la marche dans ces éditions La Salamandre. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir en fait à ce rapport. Et en fait, on découvre, et ce n'est pas simplement une représentation qu'on pourrait avoir à titre personnel, mais c'est un phénomène que la psychologie tel que développé par Carl Gustav Jung a permis de mettre en évidence, c'est qu'il existe ce qu'il appelle un inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on a en mémoire potentiellement toutes les générations humaines qui nous ont précédés. Alors maintenant, on peut se demander, mais combien de générations humaines nous ont-elles précédés, m'ont-elles précédés pour arriver ici? Parce qu'il y avait des humains, on peut remonter très loin. Et en fait, c'est difficile à mettre une limite pour l'Homo sapiens. Selon les auteurs, c'est 2 millions d'années, 1 million d'années. Ou je vais être très, très conservateur, très simple. Pendant 500 000 ans, nous avons été des nomades, des migrateurs. Et des nomades, ce n'est pas des gens qui errent au hasard. C'est des gens qui ont des passages, comme on le sait maintenant pour les animaux, d'une manière très précise. Ils ont leur voie ancestrale qui se répète toujours année après année selon les saisons pour suivre les zones où il y a de la chasse, où il y a de la nourriture et revenir en fonction des saisons. Bien des humains ont vécu comme ça aussi. Et là, je vais dire pendant 500 000 ans. Et c'est quelques centaines d'années ou milliers d'années où maintenant on est devenu sédentaire. C'est finalement assez léger. C'est une petite couche qui part très rapidement. Justement, lorsqu'on se remet à marcher, on remet en route un peu cette mémoire ancestrale, comment on a marché pendant ces 500 000 ans. Donc, toi, quand tu pars te promener, comme on dit, dans la nature, quand tu vas marcher, tu te reconnectes à toutes ces générations. Oui, c'est vraiment une chose très forte. Par exemple, lors d'une des grandes marches que j'ai faites qui m'a vraiment révélé la puissance de la marche, j'avais pris des livres avec moi en me disant pendant les pauses, tu pourras lire pour penser à autre chose. Ben, finalement, ces livres étaient totalement inutiles. On n'a aucun besoin de lire lorsqu'on marche parce que c'est tellement riche. Et cette richesse, ça a probablement eu à faire avec ce ravivement de cette ancienne mémoire
je pense que toutes les fibres se souviennent quelque part. Et là, on est dans ce mode ancestral qui revient à la surface et qui nous nourrit finalement. Tout ce qu'on a vécu au niveau de l'Europe, mais il y a eu des migrations plus grandes. On est venu d'ailleurs aussi. Je pense que tout ça, finalement, inconsciemment ou plus ou moins consciemment, revient un peu à la surface. Et toi, comment est-ce que tu as commencé à marcher comme ça, de manière consciente? Alors ça a commencé de manière non consciente lorsque j'étais enfant, mais un phénomène intéressant, d'après les psychologues, les pédiatres, les premiers moments de la mémoire qui reste, c'est, je crois, autour de 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ça dépend ensuite à quelle fréquence on ravive cette mémoire. Mais moi, j'ai une vision très précise la première fois où j'ai marché. C'était vraiment comme quelque chose qui allait devenir très important dans ma vie. Eh bien, curieusement, je me revois lorsque, pour la première fois, je me mets debout en mettant ma main contre la paroi blanche, et puis je rentre dans la cuisine, et tout le monde est là et qui applaudit. Ce petit garçon est en train de marcher maintenant. Il a fait ses premiers pas tout seul et il est entré dans la cuisine où la famille était déjà en train de manger. Est-ce qu'on m'a raconté ça? Peut-être, mais ça m'est resté très, très profondément. Donc, voilà mon premier souvenir de marche. Et ensuite, ça s'est vraiment mis en place au moment où je suis allé à l'école secondaire, qui n'était pas dans le village. Là, il fallait faire beaucoup de marche à pied parce que soit c'était à vélo aller-retour, mais lorsque c'était autrement, il fallait revenir depuis la station du bus. Tout d'abord, c'était le tram, c'est dans le Jura. Et là, c'était 3 km de marche tous les jours. Et là, c'était très intéressant parce qu'au début où je me mettais à marcher sur ce chemin-là, c'était ensemble avec une dame du village qui était enseignante dans la ville où j'allais faire mon collège secondaire, en Moudon. Et elle était extrêmement rapide comme elle marchait au début. Elle partait en flèche, elle m'avait décollé. Et peu à peu, je l'ai rattrapée. Puis après, c'est moi qui étais en avant par rapport à elle. Donc, c'était un peu le critère de ce que l'habitude amène. Et lorsque vous avez tous les jours, ou presque tous les jours, 3 kilomètres à marcher, là, vous vivez extrêmement beaucoup de choses. Toutes les saisons, naturellement. Le premier élément, c'est passer sur un pont où il y a une petite rivière qui passait dessous. Et là, il y avait des truites. Donc là, on s'arrête, on regarde, est-ce qu'il y a des truites aujourd'hui? Et des choses comme ça. Une fois, c'était pendant 3 semaines, un chat crevé pris dans un arbre. Donc pendant 3 semaines, c'était de plus en plus pénible de passer à côté. Puis après, ça a arrêté de sentir mauvais. Alors c'est des choses comme ça, y compris l'hiver. Et là aussi, c'est important de vivre toutes les saisons. Moi, ça m'a aidé à aimer les tornades, les bourrasques de neige. J'aimais bien marcher là-dedans. C'est beau que tu te souviennes de ce moment, de cette première marche ou de ce qu'on t'a raconté. C'est vrai que finalement, c'est égal. Et c'est vrai que cette marche quotidienne que tu as pratiquée, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. On est de plus en plus sédentaire, motorisé dans nos déplacements, ou même maintenant avec le télétravail et téléconsommation et tout ce qu'on veut, on n'a plus besoin de sortir de chez soi. Donc on se déconnecte en fait de cet environnement extérieur. Oui, et c'est dommage. Là vraiment, on est quelque part dans un point assez critique. Comment retrouver en fait cette connexion? Moi j'appartiens à une génération où c'était normal pour tout le monde de faire beaucoup de marches, d'aller à l'école à pied lorsque c'était pas possible autrement. Et aujourd'hui, l'urbanisation, naturellement
les médias, tout ça a progressivement mis en bulle, encapsulé les enfants. Et de moins en moins, on veut que les enfants ne prennent de risques. On a l'impression que le monde est dangereux. Parfois, on a peut-être raison de le croire, mais souvent, le monde n'est pas plus dangereux qu'autrefois. Et comment éviter cette déconnexion de la nature? On vient d'avoir une réflexion là-dessus la semaine passée exactement à Genève, un grand forum sur 4 jours qui s'appelait Se reconnecter au vivant. Reconnexion avec le vivant. Et la réflexion, c'est l'éducation, les arbres, l'éducation et les forêts primaires. Comment, au travers des arbres, pouvons-nous vraiment revenir à un rapport essentiel entre l'être humain et la nature? Et là, c'était intéressant. C'était un forum international où on a invité des gens de Finlande et d'autres pays, des expériences de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Et là, on se rend compte à quel point simplement de sortir une demi-journée par semaine parmi les arbres en forêt ou bien simplement à l'extérieur a des effets extrêmement puissants. On parle d'un syndrome de déficit de nature, c'est décrit par les médecins. Moins on a de contact avec la nature, plus on a ce syndrome de déficit de nature, plus on a des problèmes d'allergie et toutes sortes de complications. Et là, c'est extrêmement simple. Et plus on le fait tôt, plus ça se passe dans les premières années, et plus l'effet est profond, parce qu'on a ensuite des références intérieures. Ces références que j'ai eues, ces premières odeurs qu'on a senties, si c'est dans la nature, on aura chaque fois ce souvenir qui va ressurgir. Mais si on a vécu toute sa jeunesse dans des appartements avec des animaux en peluche, c'est d'une monotonie assez affligeante en fait. Quelles seront les références olfactives, acoustiques de ces pauvres enfants qui n'ont eu que du papier mâché, que du mâché, du pré-mâché à disposition. Donc la richesse intérieure a aussi à faire avec ça. C'est ces références qui ne sont pas forcément verbales qui nous construisent. Donc, sortons nos enfants, sortons aussi nous-mêmes dans la nature, allons marcher. Et on va marcher comment ? Alors, comment est-ce qu'on va marcher? Ça, c'est vraiment une question intéressante. On ne réfléchit jamais aux choses les plus élémentaires, tout comme le poisson ne sait pas ce que c'est l'eau, par exemple. Il n'a aucune idée de ce que c'est que l'eau. Et nous, on marche toute une vie sans forcément se poser la question, mais comment est-ce que ça marche? Comment ça fonctionne? Le terme est même assez curieux. Et là, je me suis rendu compte... il y a une petite aventure là-dessus. C'était lors d'une très grande marche où j'ai j'ai en fait réalisé un rêve c'est dans le livre, un rêve que j'ai toujours eu. Je ne sais pas d'où est venu ce rêve. Déjà tout petit, je me vois assez vers 8-10 ans, je me demandais toujours, mais à quelle distance de la mer es-tu né? Pas de la mer MERE, là c'était tout proche, et puis après elle était toujours naturellement une maman très gentille, très affectueuse, mais qui nous laissait partir. Mais à quelle distance de la mer MER es-tu né? Je me demandais vraiment à quel point est-ce que je suis continental. Et ça m'a accompagné toute une vie. Très peu avant mes 60 ans, j'ai eu brusquement une situation, une configuration de famille qui me donnait du temps libre pour tout un été. Pratiquement plus d'un mois était disponible, où j'avais aucun engagement. Ça s'est presque donné par hasard. Et là, je me suis souvenu de ce rêve. Je me suis dit, maintenant, je vais essayer ça. Donc, j'ai tout préparé, naturellement. C'était photocopier les cartes. Et là, c'était partir du dernier village de Suisse, de Chancy, là où le Rhône sort de Genève. Et là, ce n'était pas le chemin de Compostelle, mais c'était droit sud pour aller jusqu'à la Méditerranée. Et au début, j'avais deux bâtons de marche.
des bâtons genre walking stick, métalliques et tout ça, avec des poignées. Et sur le premier jour, je monte sur le Vuache. C'est la montagne, une grande colline sur la gauche, de là où le Rhône sort de Suisse pratiquement. C'est déjà sur la France, mais juste à la sortie du Rhône. Et ça, c'est une montagne assez curieuse. Ça s'est assez mal passé sur cette montagne. Très difficile à monter jusqu'à un endroit appelé Sainte-Victoire. C'est une jolie symétrie par rapport à la Sainte-Victoire où j'ai passé ensuite dans le sud de la Provence. Et là, le sentier passait dans des endroits assez rocheux, assez compliqués. Et à un moment donné, j'ai vraiment fait un faux pas et j'ai cassé l'un de mes bâtons, qui m'ont fait éviter de me casser la jambe finalement. C'était des enfractures, c'était des failles dans la roche, assez compliquées. Finalement, un caillou a lâché, j'ai fait un faux pas, mais tout a été pris par le bâton. Ce bâton s'est cassé. Heureusement, sinon ça aurait peut-être été la jambe. Ce bâton, j'ai essayé de le réparer avec des canettes de bière, avec du papier... papier collant autour, impossible de réparer. Donc j'ai dû continuer avec un seul bâton. Et grâce à ça, je me suis rendu compte, par la suite, c'était beaucoup plus tard, que lorsqu'on marche d'un bon rythme, vraiment la marche qui avance, la marche efficace, la marche de migrants, de nomades, lorsque vous marchez comme ça, et vous avez un bâton dans la main, vous allez planter, je vais montrer ça après, planter le bâton à chaque 4e pas. C'est très intéressant, on a un rythme de 4 à 1 entre la démarche des jambes et le mouvement des bras et du thorax. Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment une découverte que j'ai faite et j'ai pu la mettre en rapport avec quelque chose que je savais d'un groupe de travail de chronobiologie. Ensemble, des médecins, on travaille, moi du point de vue de la chronobiologie des arbres, beaucoup de faits de recherche sur les influences lunaires, sur les plantes, sur les arbres. Donc on sait qu'il y a des rythmes autres que journaliers dans les arbres, il y a des rythmes lunaires en particulier. Et dans ce cadre-là, j'avais appris de médecins qui appartenaient à ce groupe de travail, d'échange, que lorsque l'être humain est en phase de sommeil extrêmement profond, en train de se régénérer, on fait l'électrocardiogramme et on peut comparer la fréquence cardiaque avec la fréquence respiratoire. Et lorsque quelqu'un se repose vraiment en sommeil profond, lorsque les rêves sont d'une nature particulière, dans cette phase-là, on en a quelques-unes toutes les 2 heures dans la nuit, dans cette phase-là, le cœur et les poumons se mettent dans un rapport de 4 à 1, très précisément. Et ça permet de faire un diagnostic. On fait l'étude de la manière de dormir des patients et on regarde est-ce qu'il est dans un rapport de 4 à 1, c'est parfait. Et si ce n'est pas le cas, on sait qu'il y a du travail à faire pour redonner le bon rythme. C'est la médecine qui a découvert ça. Et là, je me rends compte que lorsque je marche dans ce rapport de 4 à 1, en faisant bien attention à ce rythme, laisser émerger, lorsque ce rythme se met en place, je me rends compte qu'il n'y a plus de fatigue qui se met en place, il n'y a plus de fatigue qui arrive. Et là, la constatation, c'est que tu peux marcher un jour entier, 8 heures par jour, on n'est pas plus fatigué d'avoir marché 8 heures que d'être resté assis 8 heures. Et c'est même le contraire. Il m'est arrivé des journées où j'aurais pu continuer le soir à marcher comme ça, parce que j'arrivais dans une petite ville, là je ne pouvais pas mettre ma tente, il fallait trouver un hôtel, occupé, plein, etc. Et malgré tout, on pouvait continuer de marcher. C'était un peu une surprise et finalement, c'est, je crois, une loi de notre physiologie qu'on connaissait beaucoup mieux autrefois lorsqu'on était encore nomade. Tu peux nous montrer comment ça marche, si j'ose dire. Oui, alors. Comment ça marche? Voilà, je précise, c'est pas ton bâton de marche, c'est un manche de ballet qu'on a trouvé dans les coulisses du théâtre. On s'est dit j'aurais dû venir avec mon bâton, mais je vais montrer comment on fait un bâton. Donc heureusement que j'ai pas pris mon bâton déjà tout fait.
c'est un bâton à l'état brut. Il n'est pas encore, mais je ne veux pas le finir totalement. Donc, comment est-ce que ça marche lorsqu'on marche? Vous avez donc le bâton dans la main et on le tient correctement à peu près les bras à angle droit par rapport à la posture du corps. Donc ça, c'est la place normale où on met la main. Et lorsque vous marchez, vous avez le bâton comme ça. Voilà, ça se met peu à peu en route. Bon, c'est pas le... C'est toujours 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il faudra essayer vous-même 1, 2, 3, 4, parce qu'il faut vraiment le pratiquer. Et maintenant, concernant la taille du bâton, la taille idéale, il ne faut pas que ce soit un bâton qui vous encombre. On voit des fois des pèlerins avec un immense bâton, avec des tas de choses, des peluches et n'importe quoi autour. Ce n'est pas un bâton très efficace. Pour moi, un bâton, c'est juste ce qui est nécessaire. Comme la nourriture, tout ça, il faut manger, prendre ce qui est nécessaire. Et puis en cours de route, on trouve ce qui est vraiment urgent, s'il faut le trouver. Et là, on devient inventif lorsqu'il faut trouver, lorsqu'on est chercheur. C'est mon métier d'être chercheur, j'aime bien ça. Donc, on ne s'encombre pas, et non plus, on ne s'encombre pas d'un bâton trop lourd. Donc, quelle est la bonne taille? C'est donc le bras à angle droit. Lorsque vous avez un bâton, vous coupez d'abord trop long, de préférence du noisetier ou bien du châtaignier, ça peut être de l'érable, mais le noisetier, c'est vraiment un bâton, un bois très particulier, qui a aussi à faire avec les énergies. Ce n'est pas pour rien que les gens qui repèrent les sources emploient ils appellent ça du coudrier, c'est le même nom, c'est le noisetier. Le noisetier a l'air d'être en interaction avec les énergies du sol, peut-être d'autres bois un peu moins. Donc, un bâton de noisetier suffisamment long, peut-être comme celui-ci. Et là, vous allez prendre le bâton, vous le mettez à l'envers d'abord. Si vous pensez avoir la poignée ici, vous mettez le gros bout en bas. Moi, j'aime bien avoir le gros bout en haut, mais certains m'ont dit, mais il faut un bâton assez parallèle où le haut est en haut et le bas est en bas. La même orientation que lorsque l'arbre poussait encore. C'est peut-être encore mieux, mais mettons qu'on mette le gros bout en bas. Vous placez votre majeur exactement au niveau du coude pour avoir la bonne position du bâton. Et curieusement, ce niveau-là, le majeur, est exactement en même temps au niveau du nombril, parce que les coudes sont au même niveau que le nombril, exactement. Si vous mettez quelqu'un debout, vous faites la ligne entre les deux coudes, vous allez tomber exactement sur le nombril. Donc ce bâton, il est exactement à la taille humaine. Chacun a sa propre taille. Il a son majeur au niveau du nombril, et là, on va couper 2-3 cm plus haut que la main placée comme ça. Donc, on a un peu de marge de manœuvre. Et ensuite, on coupe à ce niveau-là. Donc, ensuite, on a le bâton de la bonne taille avec donc le manche ici. J'aime bien écorcer l'endroit où je vais l'avoir en main pour avoir vraiment le bois sous la main et pas seulement l'écorce. C'est un beau bois blanc, c'est très lisse, c'est très agréable. Et j'aime aussi écorcer un tout petit bout du bout parce que j'aime bien avoir cette connexion. La partie du bâton qui touche la terre est aussi noble que celle qui touche l'homme. Et c'est une forme de révérence à la terre qu'il faut qu'on resacralise en fait. On a trop profané la terre jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'on retrouve ce nouveau rapport. Donc, je trouve bien d'avoir le bâton aussi à bois nu en bas. Et une première remarque qui est intéressante par rapport à ces walking sticks à la scandinave que j'avais d'abord ou bien employé avant, je me suis rendu compte que lorsque vous avez un bâton vraiment en bois naturel, vous n'avez jamais froid aux mains. Vous n'avez pas besoin de mettre de gants ou de mitaines en hiver, le bois vous donne chaud. Mais lorsque des bâtons en matière artificielle, il faut des gants, ça ne vous apporte pas d'énergie. Ça, c'est une constatation intéressante. Et maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on a donc un bois qui est à la taille de notre corps, qui est en fait
basé sur le niveau du nombril et du coude. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la taille du corps humain, du sol jusqu'au nombril, par rapport à la taille du nombril jusqu'au sommet de la Terre, c'est comme le nombre d'or est à 1 jusqu'au sommet de la tête. L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci est dessiné ainsi, c'est qu'il montre les proportions du corps humain en proportions parfaites. Vous avez tous cette vision de l'homme que Léonard de Vinci a dessinée avec 2 positions des jambes et des bras. Et en fait, le nombre d'or dicte la proportion du corps humain. Est-ce que c'est simplement joli à savoir? Est-ce que c'est juste une curiosité? En fait, c'est une loi qui traverse l'ensemble de la nature. Le nombre d'or est à la base de chaque cône de pain, par exemple. Ou si vous prenez un cône d'épicéa, une pive, comme on l'appelle, vous comptez les spirales dans un sens, parce que tout est spiralé, mais dans 2 sens, vous aurez 8 spirales dans un sens et 5 dans l'autre. Cône de pain, ça sera 13 spirales et 8. Et c'est toujours dans le même rapport du nombre d'or. 8 divisé par 5, ça donne 1,6, mais 13 divisé par 8, c'est 1,62. Et on arrive de plus en plus près. Le tournesol, c'est 55 et 34, toujours plus près de ce fameux nombre d'or qui est la proportion divine, comme les anciens le comprenaient. Et nous, on est construit comme ça. Et maintenant, on se met à marcher avec le bâton qui est un autre nombre d'or. Et moi, je pense que ça ajoute encore quelque chose à notre insertion dans la nature. J'étais en train de me dire que j'allais me lever, mais tu t'assieds. Magnifique. Bon, bah, écoute, c'est un bon programme. Ça me plaît bien, l'idée d'aller me faire mon bâton. Bah, d'ailleurs, on l'a fait une fois ensemble. C'était très chouette. Et peut-être, moi, ce que je proposerais, ce que je trouverais chouette, c'est que vous ayez aussi la possibilité de nourrir notre échange par vos questions. Donc, il y a 2 micros qui vont apparaître comme par miracle dans la salle, normalement. Et levez la main et les micros arrivent. Et comme ça, vous pouvez directement poser des questions à Ernst. Voilà, déjà là devant. Bonjour. Bonjour. Je suis là. Ah, d'accord. Voilà, il faut trouver. Bonjour. Je voudrais vous demander, au niveau des chaussures, qu'en est-il? Parce que je m'étais fait la réflexion, quand il y a eu ce grand tsunami en Thaïlande, que les animaux ont fui parce qu'ils ont senti quelque chose. Les humains, avec nos belles chaussures en caoutchouc, en toutes sortes de matériaux synthétiques, nous ne ressentons justement plus cela. J'ai fait l'expérience l'été passé de marcher pieds nus dans la montagne. C'était magique. Magnifique, merci d'évoquer ça. Alors encore une fois, on est en pleine reconnexion à notre histoire ancienne sur ces centaines de milliers d'années. On a naturellement toujours été soit pieds nus, soit avec des mocassins. Et plus le mocassin est utilisé, plus il est imprégné en fait de sueur et de sel. Et ça conduit le courant électrique de manière parfaite. Et lorsque vous vous reconnectez en forêt, vous faites des bains de forêt ou bien vous allez auprès de votre arbre, profitez, lorsque c'est possible, de faire pieds nus aussi, parce qu'on est construit ainsi pour être traversé par ces courants électriques. Le sol dégage des courants électriques. Il y a des courants électriques qui circulent, tout d'abord pour le fait d'être pieds nus. Et là, la médecine a découvert que des états inflammatoires dans les articulations diminuent lorsqu'on se remet pieds nus. 20 minutes par jour, ça a déjà des effets. Des allergies ou des problèmes de maux de tête et des choses comme ça peuvent être amenuisés, diminués, réduits grâce à la reconnexion pieds nus au sol. Mais il faut de préférence des sols forestiers qui sont riches en matière organique, qui ont une activité biologique très forte. Et chaque fois que la matière organique se décompose, elle libère des charges électriques. C'est intéressant. Il y a l'absorption de charges électriques, de charges d'énergie solaire, transformation en matière, et lorsque cette matière se redécompose, elle libère de la chaleur, naturellement, des nutriments, des sucres, etc., mais aussi des électrons.
Et maintenant, pour cette connexion à la Terre, pour sentir ce qui se passe, les animaux ont cette sensibilité à l'avance de savoir qu'il va se passer un tremblement de terre, avec peut-être un tsunami si c'est sur les côtes. Les animaux, on les voit réagir. Et ce qu'on sait moins, c'est que même les arbres sentent ça. On a constaté, un Japonais a constaté en mettant des électrodes sur les arbres, qu'à l'avance, les arbres sentent venir un tremblement de terre, bien avant que le tremblement de terre n'ait lieu. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors, les arbres, quand ils sentent le tremblement de terre ou le tsunami arriver? Alors les arbres, eux, c'est pas tellement possible d'en faire beaucoup, mais pourquoi pas penser qu'ils avertissent les animaux qu'ils portent, parce qu'ils sont très intéressés à avoir des bonnes connexions avec les animaux. Il y a la coévolution, donc les arbres et les animaux vont ensemble. Donc c'est un service que probablement peut-être les arbres rendent aux animaux. Maintenant, ça devient sérieux. S'il vous plaît, allez voir ailleurs. Vous reviendrez quand ça ira mieux. N'empêche que les arbres, on a vu qu'ils avaient à l'avance la perception. Et la science a montré que c'est relativement compréhensible, parce qu'un tremblement de terre, ça se passe à un endroit dans ce qu'on appelle l'épicentre. Et il y a deux fronts d'ondes qui sont développés par ce tremblement de terre. Il y a d'abord des ondes longitudinales qui sont un peu de ce genre-là. Elles vont dans une direction donnée et c'est un va-et-vient dans ce sens-là. Et ces ondes longitudinales sont beaucoup plus rapides qu'un deuxième train d'ondes qui sont des ondes transversales. Et c'est les ondes transversales qui secouent. C'est pour ça qu'après, ça secoue, c'est le deuxième train d'ondes. Et les animaux et les arbres sentent déjà venir le premier train d'ondes. Éventuellement, nous, on pourrait aussi, si on s'habituait de nouveau à être pieds nus, à sentir ce premier train d'ondes qui est imperceptible parce que rien ne bouge. Mais c'est perceptible par des sens relativement fins. Voilà. Donc, c'est une énigme de la nature qui vient d'être expliquée par cette nature exacte du tremblement de terre. Donc, c'est très important de sentir venir ce premier train d'ondes lorsqu'on est un animal, les éléphants ont arraché même leurs attaches pour s'enfuir lors du tsunami. Et c'est aussi vieux que l'humanité d'observer quand les animaux s'énervent et veulent partir, c'est que ça devient sérieux. Migrateurs à leur manière. Voilà. Autre question? Bonjour. Voilà. Je me posais la question du silence aussi lié à la marche, ou plutôt du bruissement de la nature. Qu'est-ce que le silence apporte à la marche? Ça, c'est très important. Encore hier soir, j'étais avec quelqu'un qui a fait beaucoup de marches, mais pour moi, c'est exactement la même chose. Finalement, on se rend compte que d'être à deux, c'est joli, c'est pas mal, mais à un moment donné, on est vraiment content d'être de nouveau tranquille et de pouvoir marcher en silence. Parce que ça vous amène dans d'autres modes de fonctionnement intérieur aussi. Là, vous travaillez avec vous-même et vous êtes entièrement réceptif à ce qu'offre la nature. Et lorsqu'on parle, on est dans la conversation, on est dans autre chose. Donc il faut les deux probablement. Il faut aussi naturellement savoir être avec d'autres. Naturellement, on a toujours été des êtres sociaux, mais être capable aussi d'être seul et de se reconnecter avec son propre silence et avec le silence de la nature, qui finalement est beaucoup plus que du silence, ou moins que du silence, parce qu'un silence absolu, c'est relativement peu fréquent. Il y a toujours un bruit, soit des animaux, des oiseaux, le bruit du vent, le bruit d'une cascade quelque part. Et lorsqu'il n'y a vraiment plus aucun bruit, ça peut même devenir inquiétant. En forêt tropicale, lorsque tout se tait, là, quelque chose va se passer. Peut-être parce que le léopard est en train d'arriver. En fait, on n'est jamais seul dans la nature. On peut être le seul humain à marcher et on ne sera pas seul parce qu'il y a plein d'autres êtres vivants autour de nous. Et c'est vrai que, si je peux compléter, moi, ce qui me touche beaucoup
aussi, c'est cette question un peu de la solitude. C'est-à-dire que la solitude, ça peut être quelque chose de très pesant, de très difficile à vivre si c'est quelque chose qui est pas un choix, quelque chose qui est subi dans la vie. Mais en fait, la solitude qu'on choisit, c'est très différent. Et je trouve que ça peut même être vraiment totalement euphorisant de marcher, même de partir plusieurs jours seul dans la nature. Si c'est un choix, ça peut être quelque chose d'absolument magnifique à vivre. Merci, c'est vraiment, je peux entièrement adhérer à ça. Cette grande marche, j'ai mis 24 jours pour voir la mer la première fois. À la Sainte-Baume, on voit la Méditerranée de l'autre côté, au sud, et le 25e jour pour y aller encore. Et pendant ces 24 jours, on avait d'abord prévu de faire un petit bout avec ma fille, avec mon fils, et finalement ça ne s'est pas donné. Moi j'étais prêt, sac à dos, tente et tout, parti avec cette histoire du bâton cassé. Et je me suis rendu compte, j'ai peut-être fait un bout un jour sur Compostelle, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais ensuite, c'était toujours ce chemin nord-sud, à travers la Chartreuse, le Vercors, le Luberon. Et finalement, j'étais seul à marcher, pratiquement, peut-être une exception sur 3 heures au maximum pendant tout ce mois. Mais là, au courant de la marche, on rencontre un paysan qui est en train de faire ses foins, là on s'arrête et puis on discute. Et c'est curieux même, lorsque vous arrêtez avec les gens dans les villages, ils voient que vous êtes en train de marcher, ils vous demandent d'où vous venez. D'abord, ils sont intéressés. Et lorsque vous dites, il y a 3 semaines que je marche, je viens de Suisse, brusquement, il y a parfois un drôle de voile qui arrive devant les gens. Ils se demandent avec qui j'ai affaire, tellement c'est peu habituel. On est par endroits beaucoup plus sédentaires que ce qu'on croit. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui un peu moins, mais qui ne sont pratiquement jamais sortis de leur village, même parfois. Autrefois, ils étaient très sédentaires après cette longue période de nomadisme. À Baume, j'ai rencontré une fois une personne qui n'était jamais montée aux aiguilles de Baume. Donc moi, j'étais venu pour aller voir cette crête assez fabuleuse avec sa fameuse grotte noire, sa cave noire qui est extraordinaire, une grotte incroyable. Voilà, il y a des gens à qui ça suffit de rester sur place. Je ne veux pas dire que c'est moins intéressant, mais chacun a sa manière de vivre. Moi, j'ai encore cette fibre nomade. Et toi, probablement aussi. Ouais, pour avoir fait aussi un parcours jusqu'à la Méditerranée, un petit peu plus à l'est que toi, je me souviens que c'était même... Tu croises des gens, tu discutes, puis à un moment donné, il y a la question qui vient, puis vous allez où, quoi? Puis tu dis, je vais jusqu'à la mer. Ça, c'était chaque fois... De voir la réaction des gens en face, c'était magique. C'était magique. Voilà, il y a d'autres mains qui se lèvent, qui vont se lever. Oui, bonjour, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la respiration, de l'importance de la respiration. Ernst prend son souffle. Oui, la respiration, ça c'est vraiment, je pense qu'on la remet un peu en ordre lorsqu'on se remet à marcher, d'un bon pas, peut-être avec un sac à dos. Là aussi, le conseil, n'en mettez pas trop. 12 ou 15 kilos, c'est vraiment le maximum. Essayez de rester avec ça. Si c'est plus, c'est ensuite les articulations. J'ai rencontré des gens qui ont transporté des trop grosses charges et puis ensuite, ils s'étaient ruinés un peu leurs articulations à cause de ça. Mais pour la respiration, là, en fait, c'est quelque chose de spontané. Lorsqu'on marche correctement, on respire correctement. Et lorsqu'on se remet à s'asseoir, on se rend compte à quel point on respire qu'à moitié. Et là aussi, il y a naturellement beaucoup de traditions qui travaillent là-dessus, même si on est sédentaire, réapprendre à respirer à fond, à remplir la totalité des poumons juste pendant quelques minutes, faire ça 5 ou 6 fois, remplir au maximum possible jusqu'à ne plus pouvoir, jusqu'à ce que ce soit là en haut.
ça fait un bien incroyable. On se suroxygène le sang. Et puisque c'est possible, c'est pas mauvais. Mais tout simplement, lorsqu'on marche, c'est vraiment la manière spontanée de se reconnecter à ce rythme, donc de 1 à 4 par rapport au cœur, les poumons. Et là, je pense qu'on se remet à dormir normalement aussi. Personnellement, j'ai constaté que je suis fier de mon sommeil. Mon trésor, c'est mon sommeil. Peut-être que c'est dû à la marche. Les bâtons nordiques sont 2. Vous avez passé des bâtons nordiques de 2 à 1. Un bâton de noisetier, vous le tenez toujours de la même main. Et pourquoi faut-il un bâton pour marcher? Oui, pourquoi est-ce qu'il faut un bâton pour marcher? Effectivement, j'ai passé de 2 à 1, ensuite un bâton naturel. Et j'aime bien, lors de chaque marche, lorsque c'est possible, je ne pars pas de la maison avec un bâton. J'aime bien me faire mon bâton. Puis à la maison, maintenant, j'en ai une douzaine qui traînent un peu partout. Et ce n'est pas tous, parce que souvent, je les laisse dans un coin après la marche, sur place. Pourquoi faut-il un bâton? Peut-être que c'est une réminiscence, peut-être que c'est ce qu'on a toujours fait, peut-être qu'on a moins besoin d'un bâton aujourd'hui parce qu'il y a peut-être moins de serpents ou d'animaux dangereux sur la route, parce que c'est quand même une arme, un bâton. Avec ça, vous êtes relativement protégé. On peut l'employer d'une manière de se protéger. Ça m'est arrivé pendant cette marche aussi de taper dans les herbes quand il fallait traverser les herbes pour chasser peut-être des serpents. Ça m'est arrivé d'en voir. Peut-être que ça peut être utile comme ça. Mais lorsqu'il est vraiment tout à fait sûr, moi j'ai l'impression que ce rythme de 1 à 4, il devient vraiment évident et on lui est fidèle lorsqu'on a ce bâton. Lorsqu'on a les mains libres, on est moins dans ce rythme-là. Mais si on prend l'habitude, même sans bâton, on arrive quand même facilement à trouver ce rythme d'infatigabilité, un nouveau mot. Et alors, main gauche ou main droite ou... Ah voilà, la question. Moi, je suis ambidextre. Je suis gaucher, on m'a obligé d'écrire la main droite. Je me suis réhabitué à écrire de la main... J'emploie ma souris d'ordinateur avec la main gauche. Pour revenir aux origines, j'aime bien écrire de temps en temps avec la main gauche. Donc, le bâton, j'aime bien l'employer avec les deux mains. Quelle était votre base de nourriture? La première, j'étais parti avec quelques réserves, des biscuits secs, des bananes séchées. Ça, c'est la nourriture la plus concentrée qu'on puisse y avoir. C'est d'une puissance incroyable. Et ma première surprise lors de cette grande marche, c'est à quel point on a finalement besoin de manger que très peu. Ces bananes, par exemple, je ne les ai pas entièrement mangées pendant tout ce mois. Mais je mangeais autre chose en cours de route. De temps en temps, on avait vraiment envie d'un bon repas. Et là, c'était un restaurant, puis on y allait à fond. Mais au début, pendant peut-être une semaine, j'ai eu l'impression que je remettais un peu les références à zéro. Je m'étais délesté de beaucoup de choses. Et ensuite, lentement, revenait une faim naturelle. Mais ça dépendait beaucoup de la température. C'était une année où il faisait très chaud. C'était vraiment une année caniculaire, avec des parties extrêmement chaudes en Provence. On entrait dans une fournaise lorsque j'ai passé du Vercors au Luberon, ou bien dans les premières parties du Luberon. C'était vraiment extrêmement chaud. Et là, on n'a plus envie de manger du tout. On n'a plus que soif. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que l'eau qu'on a dans les bouteilles, c'est moyennement intéressant. Ce n'est pas ça qui va nous désaltérer. Et là, je trouve une petite pomme verte que j'ai mâchée pendant peut-être une demi-heure par tout petit bout. Et cette pomme m'a désaltéré. Beaucoup plus que le litre que j'aurais pu boire de cette gourde. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que les fruits, cette pomme sauvage, naturellement absolument authentique, contient de l'eau, naturellement, mais c'est de l'eau structurée. C'est de l'eau différente que l'eau qu'on tire des robinets. Et de récentes découvertes sur l'eau sont en train de mettre ça en évidence.
C'est le 4e état de l'eau, entre liquide et solide. C'est de l'eau structurée qu'il y a dans les fruits, qu'il y a dans les légumes aussi, qu'il y a dans notre corps. C'est de l'eau en contact avec des membranes organiques. Et de prendre cette pomme, je pense que c'est grâce à cette qualité de l'eau qui a vraiment correspondu à un besoin très fort à ce moment-là. Très chaud, on transpire beaucoup, mais juste un tout petit, une minuscule pomme verte, et le fait d'être verte était encore très très intéressant, c'était très acide, et ça reste en bouche très longtemps. Voilà une dernière question. Là devant, il y en a une. De quelle épaisseur est ce bâton que vous... Et puis j'ai une deuxième question, si jamais. J'ai fait une vidéo à la Villa Le Lac l'autre jour. Et puis en réécoutant, en revisitant cette vidéo, j'ai entendu le bruit du lac, la respiration du lac. Comment se fait cette respiration du lac? Ça n'a pas de rapport? Oui, bien sûr. Alors, l'épaisseur du bâton, là aussi, la hauteur du bâton correspond à votre corps, à vos proportions corporelles. Et l'épaisseur du bâton, c'est simplement l'avoir bien en main. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, il sera trop lourd et vous l'aurez mal en main. Pas trop petit, il sera peut-être pas assez solide. Et puis, on a vraiment une chose qu'on aime bien. Ça serait déjà trop épais pour moi. Un peu plus mince que le micro. Et là, vous prenez un bâton assez long, puis vous cherchez l'endroit où vous l'avez vraiment bien en main. C'est vraiment du tactile. Et là, je vais mettre ma poignée, et puis je coupe ce qui dépasse, comme je l'ai montré avant. Mais d'abord, tâtez le long du bâton, où est-ce que ça va le mieux, en pensant qu'on va peut-être encore enlever l'écorce. Ça, c'est un bâton qui vous appartient vraiment totalement ensuite. Et puis le bruit des vagues, moi j'aime bien cette idée du rythme, de la respiration, du rythme cardiaque dont on a parlé. Lorsque vous dormez à l'extérieur, vous dormez à même la terre aussi. Il y a un petit chapitre là-dessus dans le livre, à quel point c'est important de retrouver ce contact de la terre nue même, de ne plus avoir un matelas puis un lit moelleux avec des choses compliquées entre le sol et vous-même. Lorsque vous êtes vraiment sur du dur, il ne faut pas que ce soit froid naturellement, vous vous reposez beaucoup mieux que dans une structure trop molle. C'est une chercheuse russe, une femme médecin russe qui accompagnait les cosmonautes. Elle était dans les programmes d'aérospatiale russe. Donc, vous pouvez imaginer le niveau de compétence de cette personne, Galina Chatalova. Et elle a ensuite exploré toute cette question de marche à pied, nécessité de comment se nourrir, de combien de calories avons-nous besoin. Ce n'est pas nécessaire de prendre 2000 calories et multiplier par 7 pour avoir de la réserve pour une semaine et vous mettez ça dans votre sac, ça vous fera des kilos et des kilos. Elle a démontré qu'on peut fonctionner sur des très longues distances. Elle l'a fait en le démontrant à 70 et 80 ans, qu'on peut faire des 500 km à pied avec du 400 à 600 ou bien 800, je ne sais plus, calories par jour de nourriture et ça va sans perte de poids. Mais c'est la qualité de la nourriture qui compte. Comme la pomme verte, faites attention à quoi vous mangez. Et là, vous serez nourri avec beaucoup moins. Donc ça, c'est une chose, c'est se reconnecter à la terre. Et lorsque vous êtes par terre, vous ressentez aussi, vous sentez battre votre cœur lorsque vous avez quelque chose qui résiste un peu. Quand on est dans un lit trop mou, tout ça, ça se fond, ça disparaît. Mais lorsque vous êtes vraiment en contact avec le sol, vous avez votre propre rythme, votre propre respiration naturellement. Et lorsque vous êtes au bord de la mer, vous avez le ressac des vagues. Et finalement, c'est pour ça que ce titre a émergé de ce livre. Le pouls de la terre, votre propre pouls ne sont qu'un, simplement dans des fréquences un peu différentes. Mais nous, on respire, on vit de la même manière que l'organisme terre vit. Et le lac, le bruit des vagues du lac, c'est une autre expression de ce pouls de la terre avec lequel on se reconnecte. Merci beaucoup Ernst, tu as fait la transition, c'est incroyable. Donc le pouls de la terre, voilà ce très chouette livre
que tu nous as écrit. Et si vous voulez poursuivre l'échange maintenant avec Ernst, ou peut-être vous faire dédicacer cet ouvrage, on te retrouve à la sortie de cette salle, dans le Cube, dans l'espace Salamandre. Vous pourrez poursuivre l'échange ou peut-être encore te poser l'une ou l'autre question. Voilà, moi je te remercie beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci.